Lundi dernier, un Marocain du nom d'Abdulrahman Zankad a été condamné à 5 ans de prison après avoir été arrêté au mois de mars. Qu'est-ce qui lui est reproché? D'avoir publié sur Facebook des messages critiquant les liens diplomatiques entre son pays et Israël qui existent depuis 2020 et n'ont pas été remis en cause depuis l'intervention sanglante qui a déjà tué plus de 30 000 personnes dans la bande de Gaza après l'assaut meurtrier du Hamas en territoire israélien le 7 octobre 2023. Abdulrahman Zankad, membre d'une mouvance islamiste non autorisée mais tolérée par le pouvoir, a été reconnu coupable d'insulte à une institution constitutionnelle et d'incitation. Il devra également payer une amende de $5 000. De fait, ce petit feuilleton judiciaire nous rappelle le caractère délicat de l'évocation des liens entre le royaume chérifien et l'État d'Israël. Et pourtant, ces liens sont profonds et anciens. Le journaliste Quentin Muller, rédacteur en chef adjoint à Marianne, a enquêté sur ces liens. On revient dessus ensemble à la faveur de ces derniers développements judiciaires. Salut Quentin. Salut. Alors, le Maroc vit en ce moment dans une atmosphère assez particulière. D'un côté, le pouvoir tolère les manifestations de soutien à la cause palestinienne et de défiance vis-à-vis des liens diplomatiques avec Israël. De l'autre, la justice condamne de manière assez sévère un Marocain qui émet le même type de critique sur Facebook. Et en plus, c'est pas la première fois que ce scénario-là se produit. Pourquoi? Au nom de quelle logique globale? Alors, vous l'avez dit, c'est pas la première fois. Il y a l'année dernière, Saïd Boukyout, qui est un Marocain qui travaillait au Qatar, donc expatrié, qui a écrit sur Facebook en 2020 un post qui dénonce la normalisation du Maroc avec l'État d'Israël. Il faut savoir que le Maroc, comme le Soudan, les Émirats, avec le Bahreïn, ont signé les accords d'Abraham qui normalisent les liens diplomatiques avec l'État hébreu. Et donc, il fait ce post Facebook, et quand il rentre au pays 2 ans plus tard, il est arrêté et il est emprisonné pour 5 ans et il doit payer une amende de 3 600 €. Donc là, c'est à peu près la même peine pour cette personne également. Donc, on voit que l'État marocain, la monarchie marocaine, s'attaque et s'en prend individuellement à des Marocains ou des Marocaines qui critiqueraient cette normalisation avec l'État d'Israël. Après, il faut savoir que les liens entre la monarchie, je dis bien la monarchie, pas les Marocains, mais la monarchie et l'État d'Israël remontent à très très loin. Ils sont vraiment très anciens. Moi, ce que je peux dire, c'est que dès les années 70, en 75, quand l'armée marocaine décide d'envahir le Sahara occidental, qui est tout justement libéré par les forces colonisatrices marocaines, il y a directement à ce moment-là un lien militaire, de conseil militaire qui s'opère entre Israël et le Maroc. Oui, on va en parler, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur l'actualité la plus récente, c'est-à-dire la normalisation entre le Maroc et Israël. Dans un article qui date de quelques mois, tu évoques une normalisation en échange de rien. Pourquoi en échange de rien? Alors, en échange de rien, parce que, comme je l'ai dit, ces liens entre Israël et le Maroc sont historiques. Mais en fait, l'idée du Maroc, c'était, comme ils sont obsédés, la monarchie est obsédée par la reconnaissance internationale de la marocanité sur le Sahara occidental, donc c'est-à-dire ce territoire qui est au sud du Maroc, qui n'appartient de fait dans la loi internationale n'appartient pas au Maroc. Eh bien, le Maroc se cherche des alliés de taille sur la scène internationale pour obtenir cette reconnaissance. Donc, qui de mieux que aller chercher les Américains et les Israéliens comme États qui reconnaissent l'appartenance du Sahara occidental au Maroc. Donc, ils sont allés chercher Donald Trump et l'administration Trump en 2020. Ils ont obtenu la reconnaissance américaine. Ensuite, Biden est un peu revenu là-dessus, mais ça, passons. Et ils sont allés chercher Israël, évidemment. Donc, quand on va chercher Israël, généralement, il y a les Américains qui suivent. Donc, et puis, il y a donc cette importance-là liée au Sahara occidental. Et puis, il y a aussi les logiciels d'espionnage et de cybersécurité que les Israéliens, surveillance que les Israéliens vendent à tout un tas de pays arabes, notamment les Émirats, mais également le Maroc. Et donc, c'est intéressant de se rapprocher d'Israël pour ça.
C'est-à-dire qu'on on se rattache à l'État hébreu d'un point de vue diplomatique et en échange, on obtient la reconnaissance du Sahara occidental et ce genre de logiciel pour espionner ses propres opposants, donc opposants marocains, et puis pour espionner également, on l'a vu, Emmanuel Macron, des personnalités militaires algériennes, donc du pays ennemi, etc., etc. Donc il y a un intérêt. Donc il y a un intérêt, un vrai intérêt. Une normalisation pour rien. Alors pour rien parce que, en fait, si vous voulez, cette reconnaissance américaine, on voit bien que Donald Trump, après qu'il ait été remplacé par l'administration Biden, eh bien, les États-Unis ont fait volte-face. Ils sont revenus partiellement là-dessus. Donc le Sahara occidental, dans les faits, il n'est toujours pas reconnu comme appartenant à l'État marocain. Par les États-Unis. Voilà, par les États-Unis. Et par Israël ? Par Israël, c'est reconnu comme tel, mais si vous voulez, le fait d'obtenir la reconnaissance d'Israël, c'était pour attirer les Américains. Or, on voit que ça n'a pas vraiment marché. Et deuxièmement, pour les appareils de cybersécurité, on a vu que Pegasus, qui était censé être discret, finalement, Pegasus dont la révélation a fait beaucoup parler il y a quelques années. Donc, logiciel d'espionnage israélien, on a vu que les Marocains se sont fait prendre la main dans le sac. Et que ça a été révélé dans les médias, et que finalement, Israël, le Maroc a subi une tempête diplomatique après ça, et puis ça a tendu ses liens avec l'Espagne, avec d'autres pays. Avec la France aussi, quand même, non ? Et avec la France, pendant un moment. Il y a eu un ambassadeur marocain qui a été rappelé à Rabat, donc il y a eu des tensions importantes. Et donc on voit bien que ce rapprochement avec Israël, pour l'instant, n'a rien produit de productif pour la monarchie marocaine. Moi, je savais que j'avais l'information que avant le 7 octobre et tout ce qui s'est passé, tout ce qui en a découlé après, le Maroc devait accueillir la conférence de Negev. Alors d'ailleurs, le nom est un peu malheureux aujourd'hui, mais la conférence de Negev, censée faire venir sur le sol marocain. Donc, d'ailleurs, au départ, ils voulaient le faire au Sahara occidental, d'un point de vue symbolique. Puis ils sont ravisés, finalement, ils voulaient le faire à Rabat. Et donc, accueillir des diplomates israéliens, soudanais, bahreïnis, émiratis, pour parler de comment cette normalisation avec Israël pourrait être fructueuse. On voit bien que cette envie de rassembler cette réunion aussi sensible sur le sol marocain a été repoussée pendant longtemps, parce que les Marocains ne sont pas d'accord avec ça, le peuple dans sa majorité. Et puis là, après ce qui s'est passé à Gaza, on voit bien que c'est totalement tombé à l'eau. Moi, je voulais revenir sur un chiffre. Avant ce qui s'est passé, avant le drame du 7 octobre et la guerre en cours là à Gaza, les Marocains, il y avait un sondage qui avait été réalisé, 68% des Marocains étaient opposés à la normalisation avec Israël. Donc c'est quand même plus de la moitié de la population, c'est énorme. Et plus des 2 tiers. Et plus des 2 tiers, et on les voit dans la rue manifester contre les bombardements israéliens en cours à Gaza. Alors, les liens entre Tel Aviv et Rabat sont anciens, en réalité bien plus vieux que la normalisation de 2020. On peut même dire qu'ils datent d'avant l'indépendance marocaine, si on lit ce que tu as écrit, et qu'ils ont toujours été un peu ambigus, notamment sous Hassan II. Mais disons que dès le début du XXe siècle, alors que le Maroc n'est même pas encore indépendant, il existe des liens. Mais si vous voulez, ce lien entre la monarchie marocaine et En 1916, il n'y a pas d'Israël, mais mais la minorité marocaine juive date du XIIIe, XIVe siècle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les sultans marocains protègent la minorité juive qui vit dans cette région et même dans les pays limitrophes. Et puis ensuite, il y a un imaginaire qui en découle, c'est-à-dire que Mohamed V, pendant le régime de Vichy, demande à Mohamed V de faire passer des lois très contraignantes envers les juifs, c'est-à-dire que les juifs marocains n'ont plus le droit d'exercer le métier de journaliste, ils n'ont plus le droit d'être dans le théâtre, dans le cinéma, dans la fonction publique.
Et il y a une légende autour qui est reprise d'ailleurs un peu partout dans les médias quand on écoute Leila Slimani, on écoute BHL, on entend que la monarchie marocaine a toujours protégé les Juifs, y compris pendant le régime de Vichy. C'est pas exact. C'est-à-dire que le roi à l'époque, Mohamed V, évidemment, il était contre ces lois antisémites du régime de Pétain, mais il les a quand même fait passer. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas non plus... En même temps, il était soumis. Il était soumis, mais c'est-à-dire que ce mythe du roi protecteur qui n'a pas fait passer ces lois antisémites, il les a quand même fait passer, et ça a été acté pendant quelques années au Maroc. Donc, et 62 donc il faut faire attention là-dessus. Par rapport à Hassan II, il y a aussi cette légende de voilà, il avait apparemment une nourrice qui était juive, et donc il a toujours fait attention à la minorité juive au Maroc. Sauf que Hassan II en fait a monnayé le départ de nombreux Marocains juifs en Israël. C'est-à-dire que l'association juive qui était chargée en Israël d'aller chercher beaucoup de minorités juives arabes dans tout un tas de pays, notamment au Yémen, au Maroc, eh bien, Hassan II, comme lui, c'était pas dans son intérêt de laisser partir ces intellectuels marocains juifs ou cette main-d'œuvre, eh bien, il a demandé de l'argent pour chaque famille à l'association juive qui s'occupait de la migration. Et donc, c'était $250 par tête. Donc, lui s'est fait de l'argent sur, si vous voulez, cette émigration. C'est le royaume ou bien le roi qui s'est fait de l'argent? C'est la monarchie qui s'est fait de l'argent, et c'est vraiment Hassan II qui s'est fait de l'argent personnellement sur le départ de chaque famille juive qui souhaitait partir en Israël. Alors, et ça, c'était contre l'avis de plusieurs partis politiques, et notamment à gauche, marocains, qui considéraient que c'était une fuite des cerveaux et que c'était aussi renforcer l'État hébreu qui était en pleine guerre contre les autres pays arabes de la région. Justement, le fait qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de Maroco-Israéliens ou d'Israélo-Marocains, est-ce que ça compte dans cette normalisation et dans le refus de prendre des distances Ça compte énormément. Après, parce que ce sont toujours des sujets du roi, même s'ils vivent en Israël. Ça compte énormément, effectivement. Et d'ailleurs, la monarchie s'est servie de ses services, s'est appuyée, je dirais, sur ces Marocains, cette diaspora marocaine en Israël, qui vit aussi aux États-Unis. Et vraiment, elle a essayé de construire une image et de la relayer médiatiquement en disant, voilà, la monarchie marocaine est inclusive, n'est pas, si vous voulez, dans une logique islamiste, antisémite, etc. Donc, ils ont essayé de créer une image lisse d'une monarchie plurireligieuse. Et la monarchie s'est beaucoup appuyée sur cette diaspora marocaine juive. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça ? Oui, et en fait, ces liens, si vous voulez, ils existaient même sous le protectorat anglais ou sous l'Empire ottoman. C'est-à-dire que les monarques marocains ont toujours défendu les Marocains qui vivaient en Terre Sainte, parce qu'ils avaient en Palestine, parce qu'ils avaient des propriétés importantes. Alors, est-ce que la monarchie marocaine pourrait être mise en crise dans la rue par une opposition laïque ou islamiste autour de ce sujet palestinien? Est-ce qu'elle pourrait, sous la pression de l'opinion, revenir sur la normalisation avec Israël? Alors, j'ai regardé, disons, j'ai un peu essayé de scanner la mouvance islamiste dont fait partie Abdulrahman Zankad, qui a été arrêté. Et c'est une mouvance qui est à la fois islamiste et républicaine, qui veut en réalité changer le régime monarchique, ce qui est un tabou quand même. Est-ce qu'il y a des risques, entre guillemets, de révolutionnaires? Alors, c'est très difficile parce que la monarchie marocaine est extrêmement dictatoriale dans sa manière de s'attaquer aux opposants politiques, aux intellectuels qui émettraient des critiques à des civils qui ne seraient pas d'accord avec la normalisation. Moi, je parle surtout de l'exemple de Saïd Boukyout, qui n'était pas affilié à un parti qui remettait en cause la monarchie. C'était un travailleur expatrié lambda qui avait fait ce post Facebook. Donc là, si vous voulez, la monarchie a laissé un peu d'espace à la rue,
parce que la rue est tellement massivement opposée à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, est tellement scandalisée, et puis c'est tellement grave ce qui se passe à Gaza que la monarchie ne peut pas se placer en défenseuse, si vous voulez, d'Israël aujourd'hui. Mais on voit qu'individuellement, quand une tête dépasse, eh bien, elle est arrêtée, elle est neutralisée assez rapidement. Donc c'est ce qui évite qu'il y ait des leaders qui apparaissent sur le devant de la scène et qu'il y ait une mobilisation qui ne se fasse pas seulement dans la rue, mais politique et qui vienne ébranler ou fragiliser la monarchie. Alors on connaît la rivalité diplomatique qui oppose Rabat et Alger. Est-ce que sur la scène maghrébine, africaine et arabe, l'Algérie peut jouer sur ces liens entre le Maroc et Israël pour incarner une sorte de camp du non et engranger du patrimoine symbolique à son profit? Mais si vous voulez, dans la rivalité qui oppose la monarchie marocaine à la dictature militaire algérienne, il y a toujours eu ces deux camps. C'est-à-dire que l'Algérie était plus affiliée à la Russie, au camp des non-alignés, et la monarchie marocaine davantage à Israël et aux États-Unis. Et à l'Occident. Et à l'Occident. Donc il y avait déjà cette distinction-là. Aujourd'hui, l'Algérie s'impose comme... je ne dirais pas un fer de lance, mais c'est un État qui incarne, si vous voulez, l'opposition totale à Israël, mais depuis au Maghreb, hein, mais depuis très très longtemps, cela existe. Mais toujours étant, enfin, ok, d'accord, il y a cette incarnation de défense du peuple palestinien. Après, dans les actes, c'est quand même très très faible. Hein, et moi, j'ai pas d'informations comme quoi Alger s'est montré très volontaire pour exfiltrer énormément de Gazaouis pour les soigner. En tout cas, j'ai pas cette information-là. Donc, si vous voulez, on est plus dans une posture géopolitique. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que la monarchie marocaine, et ce sera ma dernière question, qu'est-ce qu'elle espère des futures élections américaines? Un retour de Donald Trump ou une victoire de Joe Biden, le président? Je pense que la monarchie est peut-être davantage proche de Donald Trump, qui lui avait enclenché cette reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Donc je pense que la monarchie est davantage proche de l'administration Trump que celle du président actuel. Ça tombe bien, comme le pouvoir de Benjamin Netanyahou, on va dire. Exactement. Si vous voulez, ils sont dans cet alignement-là, mais qui est purement pas idéologique, mais tactique. Voilà, qui est tactique, c'est en fait tout simplement pour défendre leurs intérêts nationaux. Leurs intérêts nationaux. Merci beaucoup, Quentin.